Bonjour et soyez les bienvenus dans Géopolitis, émission consacrée cette semaine à l'un des métaux précieux les plus convoités, l'or. L'or, valeur refuge au cœur d'un immense commerce, il fait l'objet en partie d'un obscur trafic. Selon une nouvelle étude, des centaines de tonnes d'or seraient exportées en contrebande du continent africain chaque année pour une valeur estimée à plusieurs milliards de dollars. L'écrasante majorité de cet or transiterait par les Émirats arabes unis. C'est l'une des plaques tournantes du commerce de l'or. La Suisse voit transiter un tiers des importations du précieux métal mondial. La législation helvétique actuelle est régulièrement pointée du doigt, elle qui fait du dernier lieu de transformation des métaux le lieu d'origine. Difficile dans ces conditions de contrôler la traçabilité de l'or. Notre invité a mené plusieurs enquêtes très fouillées en remontant différentes chaînes d'approvisionnement, des smartphones jusqu'aux mines d'or contrôlées par des groupes armés en Afrique. Marc Hummel travaille pour l'ONG Suicide qui milite notamment en faveur d'une plus grande transparence dans ce secteur. On assiste aujourd'hui plus que jamais à une véritable ruée vers l'or, avec son cours qui s'est envolé depuis quelque temps. Conséquence, un développement à la hâte de quantités de mines artisanales dans lesquelles les conditions de travail sont souvent absolument désastreuses. L'Afrique est sans doute le continent le plus touché par ce phénomène, avec des centaines de tonnes d'or exportées en contrebande. Parmi ceux qui en profitent, la Russie, via le groupe de mercenaires Wagner, rebaptisé Africa Corps, même s'il est impossible dans cet exemple de quantifier le trafic avec précision. L'ONG Suicide montre à travers ses enquêtes qu'il est possible de s'approvisionner en or d'origine douteuse et de le blanchir en or certifié par un standard reconnu. Cet or sale peut donc potentiellement se retrouver sur le marché international et qui sait, dans certains articles en magasin. Nous en parlons dans un instant avec notre invité. Tout d'abord, revenons sur le marché global de l'or. Qui le produit? Qui l'achète? Précision, Elsa Anguinolfi. L'or, valeur refuge, signe de richesse et de prospérité aux quatre coins de la planète. Je me dis que c'est un bon investissement pour mes filles. Si jamais elles en avaient besoin, elles pourraient vendre le bracelet et utiliser l'argent pour les aider à faire face à leurs besoins. Les jeunes ont de la peine à économiser. Ils peuvent dépenser leur argent dans des produits de luxe ou d'autres biens, mais l'or est une sorte de couverture. C'est joli et durable. Au niveau mondial, les pays qui produisent le plus d'or sont la Chine, avec 370 tonnes, l'Australie et la Russie, avec 310 tonnes, le Canada et les États-Unis. La production minière totale d'or atteint 3000 tonnes. Autour de 80% proviennent de mines industrielles et 20% seraient issus de mines artisanales et à petite échelle. En temps de turbulences économiques, d'incertitudes géopolitiques, l'or est un investissement prisé. Ce qui distingue les bijoux en or des autres marchandises, c'est qu'ils peuvent conserver leur valeur et être revendus rapidement sur le marché. Le commerce mondial de l'or a atteint plus de 470 milliards de dollars en 2022. Un marché dominé par la Suisse. C'est le premier importateur d'or, devant la Chine, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et Hong Kong. C'est aussi le premier pays exportateur, devant le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis et Hong Kong. Ces mineurs illégaux sud-africains restent parfois plusieurs jours sous terre pour extraire quelques grammes d'or. Je le fais parce que j'ai vu d'autres gars le faire. Après, j'ai vu que ça rapportait de l'argent. La première fois, tu as peur, mais peut-être qu'après, ça te paraîtra simple. En Afrique du Sud, l'un des plus gros producteurs d'or du continent, 10 à 25 tonnes du précieux minerai ne sont pas déclarées à la production, selon un récent rapport de l'ONG Suicide. Au total, en Afrique, ce serait entre 320 et 470 tonnes d'or qui passeraient ainsi sous les radars, soit 30 à 40% de la production du continent. Une production qui échappe au contrôle étatique, avec des risques plus élevés de pollution, de financement de groupes armés ou de violation des droits humains.
Selon Swissed, des centaines de tonnes d'or seraient aussi exportées d'Afrique en contrebande sans déclaration aux douanes. Une grande partie à destination des Émirats arabes unis, d'où ils seraient réexportés vers d'autres pays, dont potentiellement la Suisse. Les Émirats arabes unis sont le deuxième plus important fournisseur d'or de la Suisse en 2022. Bonjour Marc Hummel. Bonjour. Vous êtes responsable du secteur matières premières auprès de l'organisation Swissed. Vous avez signé plusieurs rapports consacrés à l'or, dont le dernier en date sur la piste de l'or africain que vous avez co-signé avec Ivan Schulz. Alors, l'or, valeur refuge, bien entendu, tout particulièrement convoité, qui répond à différents besoins aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment parler de ruée vers l'or ? Oui, je crois qu'il y a eu dans les 10, 15, 20 dernières années une véritable ruée vers l'or qui est liée à l'augmentation massive du prix de l'or. On voyait qu'au début des années 2000, le prix de l'or était d'environ 10 000 francs le kilo et aujourd'hui on est à plus de 65 000 francs le kilo. Donc il y a eu vraiment une augmentation massive du prix de l'or qui a contribué à cette ruée vers l'or dans de nombreux pays, notamment dans les pays africains, en particulier dans les pays du Sahel. On l'a vu dans les années 2010 avec le Soudan et ensuite ça s'est propagé notamment au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou jusqu'en Mauritanie. Et le problème qu'il y a eu, c'est justement que cette ruée vers l'or a été plus rapide que le cadre législatif de ces pays qui est censé encadrer toute cette pratique de l'extraction de l'or et du commerce de l'or. Donc on a vu qu'il y a eu de plus en plus de violations des droits humains dans les mines, des graves pollutions de l'environnement. Mais il faut aussi rappeler que l'or joue aussi un rôle très important en termes de revenus pour les États producteurs, mais aussi pour les millions de mineurs artisanaux qui vivent dans ce secteur, puisqu'on a aujourd'hui entre 20 à 25 millions de mineurs d'or artisanaux dans le monde entier qui font vivre entre 100 et 150 millions de personnes dans le monde. Alors, ce n'est pas un milieu facile d'accès, hein, avec un trafic parfois opaque. Comment avez-vous procédé pour établir un rapport fiable ? Oui, on a eu beaucoup de difficultés, ça a pris énormément de temps à faire cette étude, mais ce qu'on a fait, c'est une analyse croisée des données. Donc on a croisé les données sur la production, les exportations des États africains et les importations des pays partenaires. Et en fait, quand vous avez de l'or qui n'est pas déclaré à la production dans un pays africain, qui par exemple est exporté en contrebande vers un pays voisin, où il est également exporté en contrebande, généralement cet or, tôt ou tard, il sera déclaré dans la chaîne d'approvisionnement. Donc vous arrivez avec les pays importateurs et les déclarations à l'importation à retracer cet or aussi en utilisant des estimations sur la production d'or dans ces pays. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi eu plus de 500 entretiens avec différentes parties prenantes, notamment avec des représentants de l'industrie, mais aussi avec des représentants des gouvernements africains, pour essayer justement d'avoir des informations précises par rapport à cette origine de l'or. Et on a pris le maximum d'informations disponibles. Donc même par exemple pour les exportations d'or d'un pays, si le ministère des Mines donne un tel chiffre, on a aussi regardé les chiffres qui sont donnés par le ministère des Douanes ou par les agences des Nations Unies. Et ensuite, en croisant toutes ces données ensemble, on a essayé d'être le plus précis possible pour quantifier ces flux d'or africains. Alors vous montrez que la contrebande a explosé. À qui profite-t-elle ? Oui, la contrebande a littéralement explosé, puisqu'on est passé environ d'une contrebande d'or africain de 100 tonnes dans les années 2012 à plus de 430 tonnes en 2022. Et aujourd'hui, les premiers bénéficiaires, au final, de cette contrebande d'or, c'est les intermédiaires, c'est des personnes qui contrôlent ces réseaux de contrebande et qui contrôlent les bureaux d'achat, les raffineries ou les sociétés de négoce dans les pays africains, et qui très souvent aussi sont liés à certains représentants du gouvernement et qui sont impliqués dans des cas graves de corruption. Donc après, il y a évidemment aussi les Émirats arabes unis qui en profitent et les sociétés qui sont basées là-bas, puisque plus de 90% de l'or africain est exporté en contrebande vers les Émirats arabes unis. On va revenir sur le cas de Dubaï, mais donc cet or profite aussi aux organisations terroristes, aux groupes armés, puisque ça échappe, en fait cette manne échappe aux États africains. Oui, et c'est un grand problème qu'on voit aussi. Il y a des groupes djihadistes notamment qui contrôlent une partie de cet or, que ce soit dans le nord du Mali, que ce soit dans le nord du Burkina Faso. On le voit aussi avec le groupe Wagner, par exemple, ou Africa Corps, qui contrôle une partie de cet or au Soudan, en République centrafricaine ou au Mali. Et ce qui pose d'énormes questions, parce que les États n'arrivent pas à contrôler cet or. Cet or passe en contrebande vers des pays voisins qui ferment souvent les yeux. Et ensuite, cet or arrive notamment dans d'autres pays comme les Émirats arabes unis, où là aussi, il y a un grand problème au niveau des contrôles qui sont effectués. Qu'est-ce qui a fait de Dubaï, rapidement, l'un des centres vraiment du commerce de l'or ?
Je pense qu'il y a différents facteurs. Il y a d'une part une législation très permissive. Il y a aussi toute une infrastructure, une logistique avec une plateforme aéroportuaire très importante, avec des liaisons vers les pays africains, et aussi une fiscalité très avantageuse, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 7000 sociétés qui sont enregistrées à Dubaï, qui sont actifs dans le commerce des métaux précieux, et aussi le rôle du souk de l'or, qui joue aussi un rôle très important. Donc les Émirats arabes unis sont vraiment devenus, d'une certaine manière, la machine à laver de l'or africain, puisqu'on a vu qu'entre 2012 et 2022, il y a eu plus de 2500 tonnes d'or qui ont été importées aux Émirats arabes unis, qui n'ont pas été déclarées dans les États africains. Donc c'est vraiment de l'or de contrebande qui est arrivé à Dubaï, et ce qui représente une valeur de plus de 100 milliards de francs suisses. Donc c'est vraiment très important. Et cet or acquiert ensuite une existence légale au moment d'entrer sur le marché international. On va le voir aussi. La grande majorité de l'or africain est acheminée vers un nombre très restreint de pays. Les 3 principaux pays importateurs d'or en provenance d'Afrique sont les Émirats arabes unis, l'Inde et la Suisse. La Suisse qui cultive une longue tradition de raffinage. Elsa Anguinolfi. De l'or fondu et traité en Suisse. 4 des plus grandes raffineries de la planète sont situées sur le territoire helvétique. L'histoire de la Suisse et de l'or est ancienne. Certaines raffineries sont nées dans le sillage de l'horlogerie de luxe. D'autres ont été liées au secteur bancaire. Le commerce de l'or a été au cœur d'épisodes sombres de l'histoire helvétique. La Suisse a été sévèrement critiquée pour avoir acheté de l'or à l'Allemagne nazie durant la Deuxième Guerre mondiale. Les transactions d'or sont l'un des éléments sur lequel s'est penchée à la fin des années 90 la commission indépendante d'experts dirigée par Jean-François Bergier. Des experts qui ont d'abord rappelé un fait connu. Durant la Seconde Guerre mondiale, 4/5 des transactions d'or de la Reichsbank sont passées par la Suisse, principalement par la Banque nationale. La Suisse a aussi été mise sous pression pour ses liens commerciaux avec l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Les 3 grandes banques suisses de l'époque, le Crédit Suisse, la Société de banque suisse et l'Union de banques suisses, vont effectivement mettre leur rivalité un petit peu de côté par rapport justement à ce marché et créer un pool de l'or. C'est effectivement pour l'Afrique du Sud assez intéressant d'avoir un partenaire comme la Suisse. Actuellement, malgré les efforts mis en avant par les acteurs du secteur et les autorités pour améliorer la traçabilité du commerce de l'or, la Suisse est régulièrement pointée du doigt. L'année dernière, plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont adressé une lettre aux autorités. Nous sommes préoccupés par le fait que la Suisse ne dispose pas d'un système de traçabilité adéquat qui obligerait les raffineries suisses à savoir où l'or a été extrait et comment il a été extrait. Dans sa réponse, la Suisse indique: au niveau national, toutes les raffineries sont soumises à la loi sur le contrôle des métaux précieux, qui est une des plus sévères au monde. Dans le cadre de la révision totale du droit douanier, il est prévu de renforcer encore la loi sur le contrôle des métaux précieux. Le texte est devant le Parlement. L'Association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux se dit favorable à une transparence accrue. Et précise par ailleurs que si les entreprises ne sont pas en mesure de tracer précisément l'origine de l'or, notamment en provenance de Dubaï, elles doivent y renoncer. Marc Hummel, la Suisse est l'une des plaques tournantes du commerce international de l'or. Elle entretient d'importantes relations commerciales avec les Émirats arabes unis, précisément. Oui, les Émirats arabes unis sont parmi les 2 plus grands exportateurs d'or vers la Suisse. Vous avez, dans les 5 dernières années, entre 125 et 150 tonnes d'or qui ont été exportées des Émirats arabes unis vers la Suisse, qui représente une valeur entre 7 et 9 milliards. Et le grand problème, c'est qu'on ne connaît pas l'origine réelle de cet or qui transite par Dubaï. Et il y a de grands risques que cet or soit lié à des graves violations des droits humains, à des pollutions de l'environnement ou à des financements de conflits armés. C'est la question vraiment de la traçabilité de l'or, là, qui est en jeu. Oui, c'est le grand problème. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, de l'or qui est extrait par des enfants en Guinée, qui est exporté en contrebande vers les Émirats arabes unis, si cet or est raffiné aux Émirats arabes unis et ensuite réexporté vers la Suisse, au moment où cet or arrive en Suisse, l'origine déclarée au niveau des douanes, ce sera les Émirats arabes unis. Donc il est aujourd'hui impossible de savoir d'où viennent les 150 tonnes d'or qui arrivent chaque année en Suisse en provenance des Émirats arabes unis, et ça pose un immense problème. Problème de législation, et pourtant, de l'avis de plusieurs raffineurs, la législation en Suisse sur le commerce de l'or est l'une des plus sévères du monde.
Oui, ça fait sourire, puisque je pense qu'aujourd'hui c'est très clair, enfin c'est un fait que la législation suisse est en retard par rapport à d'autres pays, notamment les Émirats arabes unis qui sur le papier ont une législation qui est basée sur le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, qui est la référence au niveau international dans ce secteur. Donc on est très surpris de voir encore que certains raffineurs affirment que cette législation est l'une des plus contraignantes au monde, ou même que l'administration fédérale qui disait la même chose l'année passée en réponse à des critiques des Nations Unies. Et je pense qu'il y a justement des graves lacunes au niveau de la législation suisse, non seulement sur la question du devoir de diligence, et également sur la question de la transparence de l'origine de l'or. Mais sous la pression internationale, la loi sur les douanes doit être débattue au Parlement, à Berne, précisément, cet automne. Oui, exactement. Donc il y a une grande réforme de la loi sur les douanes, et dans le cadre de cette réforme, il y a une réforme qui est prévue dans le cadre de la loi sur le contrôle des métaux précieux. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y a une réforme à deux niveaux. D'une part, sur la question de l'étendue du devoir de diligence des raffineries, donc c'est-à-dire les contrôles que doivent faire les raffineries par rapport à comment l'or a été produit et d'où il provient, puisqu'aujourd'hui, la loi sur le contrôle des métaux précieux, le devoir de diligence, il est limité à la légalité de la marchandise jusqu'au premier fournisseur. Donc si on reprend l'exemple de l'or, par exemple, de Guinée extrait par des enfants, qui transite par Dubaï et qui est raffiné là-bas et qui ensuite arrive en Suisse, cet or peut être importé tout à fait légalement en Suisse sans aucun problème, alors qu'il a été produit en violation des droits humains. Et l'autre problème, c'est le problème de la transparence de l'origine de l'or, puisque aujourd'hui, on a le grand problème en Suisse que plus de 75% de la valeur de l'or qui arrive en Suisse est de l'or qui est déjà raffiné. Et quand l'or est déjà raffiné, il est physiquement impossible de retracer son origine, même avec l'utilisation d'un passeport géoforensique, comme le font certaines raffineries en Suisse. Donc on ne connaît pas l'origine réelle de la majorité de l'or qui arrive en Suisse. Parler des raffineries, en fait, elles sont aux mains de propriétaires étrangers. Oui, et c'est quelque chose qui a vraiment changé au cours de l'histoire, puisqu'à l'époque, c'était certaines banques qui détenaient les raffineries. Aujourd'hui, c'est des groupes étrangers, notamment japonais, indiens ou allemands, qui détiennent les grandes raffineries suisses. Vous êtes beaucoup intéressé à l'Afrique, mais bien sûr, le trafic concerne aussi les autres continents, les régions aurifères en Amérique latine, par exemple, avec un fort impact de la ruée vers l'or sur de nombreuses communautés et sur l'environnement, notamment en Amazonie. Olivier Kohler. Au cœur de la jungle amazonienne, une unité commando de l'armée française en mission en Guyane pour lutter contre l'orpaillage illégal et tenter d'arrêter des garimperos, des mercenaires enrôlés dans des mines d'or clandestines, une ruée vers l'or illégal à l'origine d'un désastre social et environnemental. L'orpailleur illégal, qu'est-ce qu'il fait? Il se met au bord de tout ça, il tient ça et il arrose tout. Et tous les sédiments du coup vont se mettre au fond de la barranque. Et après, on réaspire tout ça et ça va sur les tables de levée. Et c'est là où l'or est récupéré. Pour séparer les pépites de la terre et amalgamer l'or, les orpailleurs utilisent du mercure, un produit hautement toxique. Pour la flore, la faune et les populations locales, l'impact est désastreux. Il a tendance à se concentrer dans la chaîne alimentaire. Plus on monte vers les prédateurs et les super-prédateurs, plus il y a une concentration de mercure. Et donc, il y a un impact sur la faune elle-même et il y a un impact sur les populations humaines qui consomment notamment du poisson chargé en mercure. La menace des orpailleurs grandit dans toute l'Amazonie, comme ici au Brésil. Dans ce territoire vaste comme le Portugal, 15 000 orpailleurs ont envahi des terres censées être inviolables, accusés de terroriser et de tuer les populations autochtones pour prendre leurs terres. Ils sont traqués sans relâche par la police brésilienne. Nous sommes soucieux de ne pas créer plus de victimes. Nous avons tellement de victimes ici, tellement de victimes. Aujourd'hui, nous avons passé la journée à rendre visite aux victimes. L'État et la justice feront leur travail. Forêts dévastées, rivières détruites, population menacée et contaminée. Au Brésil, les mines d'or illégales sont synonymes de violence et de pollution et constituent un fléau social pour les Yanomami, le plus grand peuple indigène d'Amérique du Sud. Marc Humel, la quête aurifère sur le territoire Yanomami constitue une véritable menace. On peut parler là de véritable climat de terreur permanente.
Oui, je crois qu'on a vu aussi pendant la période aussi de Bolsonaro, qui a aussi favorisé cet orpaillage illégal dans cette région d'Amazonie, que ça a eu des terribles conséquences sur cette population autochtone, avec des cas de malnutrition, de malaria, mais de violence aussi, avec des cas de viol aussi. Donc il y a là un immense problème à ce niveau-là. Maintenant, avec l'arrivée au pouvoir de Lula au Brésil, on a vu qu'il y a des mesures qui ont été prises, notamment au niveau par l'armée, mais je pense que c'est des mesures à long terme qui doivent être prises, parce que ces orpailleurs illégaux, c'est aussi des personnes qui vivent dans des situations de précarité extrêmement difficiles, et tant qu'on n'aura pas pris le problème à la base, qui est le cas de la pauvreté et des problèmes sociaux, on n'arrivera pas à résoudre ce problème-là. La violence, mais c'est aussi une catastrophe écologique, catastrophe également sur le plan de la santé, en raison du mercure. Oui, le mercure joue un rôle vraiment extrêmement important, avec des fleuves qui sont vraiment pollués dans l'Amazonie, dû notamment à l'utilisation du mercure, et ça pose un énorme problème puisque cette population-là vit aussi de la pêche, donc ça pose beaucoup de problèmes. Et il y a évidemment aussi, il y a le cas de l'Amazonie, mais le problème du mercure au niveau global, dans l'extraction de l'or en particulier, des mines artisanales à petite échelle ou semi-industrielles, sont un problème général. Et il y a eu cette prise de conscience au niveau international avec la Convention de Minamata, dont le siège est notamment à Genève. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont ratifié, mis en œuvre cette convention, mais dans la réelle mise en œuvre ou dans l'implémentation, il y a encore énormément de défis. C'est une convention, ce n'est pas une législation internationale ? Non, et c'est bien le problème, puisque les pays s'engagent, mais quand on regarde l'usage qui est fait encore de ce mercure dans de nombreux pays, que ce soit dans les pays africains ou aussi en Amazonie, on voit à quel point c'est complètement incontrôlé, non seulement dans l'usage directement au niveau des mines, mais aussi dans la manière dont ce mercure arrive dans les pays. Donc il y a là aussi énormément de problèmes au niveau de ce contrôle. Et après, en plus du mercure, je crois que c'est aussi de la responsabilité des États de contrôler ces sites miniers. Donc c'est une responsabilité partagée entre les États producteurs, mais aussi avec les États importateurs, qui se doivent aussi de s'assurer d'où vient cet or, comment il a été produit, et que les entreprises qui ont justement leur siège dans ces États ne soient pas liées à ces violations de droits humains ou à ces graves pollutions de l'environnement. Marc Hummel, et les consommateurs dans tout ça, que peuvent-ils faire ? Oui, les consommateurs ont une responsabilité clé, puisque vous avez plus de 50% de l'or qui est utilisé par le secteur de la joaillerie ou de l'horlogerie, plus de 40% qui va aussi dans le secteur financier, de l'investissement ou des banques. Donc on a tous une partie de notre argent qui est liée indirectement aussi à des achats d'or physique. Donc je pense que le consommateur a une responsabilité au moment où il va s'approvisionner en or, mais encore une fois, il ne va pas résoudre tout seul le problème, et c'est aussi la responsabilité des États de prendre les mesures nécessaires, en particulier de la Suisse qui joue vraiment ce rôle de plaque tournante. Et j'ajouterais encore qu'il y a aussi ce problème au niveau du consommateur, qu'on veut souvent lui vendre de l'or recyclé en lui faisant croire que c'est de l'or d'un vieux bijou qui est sur le marché depuis plus de 50 ans. Mais on sait pertinemment que sous l'appellation or recyclé, notamment avec le standard du Responsible Jewelry Council, il y a aussi de l'or qui pouvait être dans une mine 3 jours avant et qui a été raffiné 1 ou 2 fois et qui est considéré comme de l'or recyclé. Donc je pense que là, il faut aussi être extrêmement vigilant par rapport à l'utilisation qu'on fait de cet or. Marc Hummel, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de l'étude Sur la piste de l'or africain que vous avez co-signée avec Yvan Schultz, une étude que l'on retrouve en ligne sur le site de l'organisation Suissed. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. 1968 est une année cruciale pour le développement par la Suisse du commerce international de l'or. À cette époque, les 3 grandes banques suisses s'étaient entendues pour lancer un consortium. Il s'agissait de concurrencer la City de Londres pour devenir notamment, et pendant une bonne décennie, le premier centre d'écoulement de l'or sud-africain. Voici un document de 1975 tiré de nos archives. Londres a été la plaque tournante du marché de l'or jusqu'en mars 68, au moment où, devant la très forte demande, on décide de le fermer pour quelques jours. Réaction immédiate à Zurich, les 3 principales banques décident de poursuivre les transactions et créent tacitement un pool. Zurich devient le centre mondial de l'or. Source de ravitaillement, l'Union soviétique, 2e producteur mondial, qui dès qu'elle a besoin de devises écoule sur le marché occidental ses tonnes d'or. Mais il y a bien plus. C'est Zurich, le principal débouché de l'Afrique du Sud. 80% de la production sud-africaine passe par la ville alémanique, contre seulement 15% par Londres. À lui seul, le marché de Zurich traite annuellement entre 1000 et 1500 tonnes. Ce sont les 3 banques,
Le Crédit Suisse, la Société de banque suisse et l'Union de banque suisse qui régissent véritablement le marché de l'or, même si elles n'aiment pas avouer de gaieté de cœur cet état de fait. Les trois grandes banques ont certainement une position très forte. Et dans ce sens-là, on peut l'appeler un monopole. L'offre surtout dépend des Sud-Africains. Et les Sud-Africains traitent une grande partie de leur vente par le pool de Zurich. Extrait d'une émission de la télévision suisse romande de 1975. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver en tout temps Géopolitis sur les applications de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Excellente journée, à la semaine prochaine et portez-vous bien.